Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 18 avril 2019, vous regardez Alsace 20 et je suis ravie de vous retrouver pour 24 heures en Alsace en cette veille de week-end pascal. Au programme ce soir, nous allons parler de courses hippiques tout d'abord puisque lundi de Pâques, se tiendra la traditionnelle course à l'hippodrome de Strasbourg-Hurt. Eric Vial sera avec nous pour en parler, il sera accompagné de Pierre Marzolf qui est le directeur de l'hippodrome. Ensuite, une autre course, c'est celle des 500 nocturnes. Alors là aussi, il est question de chevaux, mais il y en a un peu plus. Ça se passera en septembre à l'anneau du Rhin. Yvan Loswarn viendra nous parler des 500 nocturnes. Et puis en fin d'émission, comme tous les jeudis, nous parlerons des terroirs et du vignoble alsacien avec Valérie Zago. Elle nous emmènera notamment du côté de Thann. Mais tout de suite, place au JT. Il est présenté par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce jeudi 18 avril. Mardi, il était dans la rue à marcher pour le climat. Du haut de ses 15 ans, Mathis fait déjà de l'écologie sa priorité. Nos journalistes ont rencontré ce jeune engagé bien décidé à faire changer les choses. Vous êtes strasbourgeois, vous pensez connaître la ville comme votre poche et pourtant des détails peuvent peut-être encore vous échapper. Découvrir la ville autrement, c'est ce que propose désormais l'Office de tourisme de Strasbourg. Et des sorties atypiques, elles aussi, que diriez-vous de boire un verre tout en jouant aux jeux vidéo? Ce sera bientôt possible à Colmar. Mais pour ouvrir ce journal, elle était ce matin à l'écoute d'une soixantaine de maires de la circonscription de Molsheim. Il s'agit de Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était dans le Bas-Rhin aujourd'hui sur l'invitation de Laurent Fürst, député et maire de Molsheim. Elle a répondu aux maires des communes à Altdorf. On l'écoute au micro de Adrien Laby. Le débat que nous avons eu ce matin était un débat d'abord très serein, on doit le dire, avec des questions sur des demandes d'explications, sur les ressources des collectivités, sur des difficultés exprimées sur les cartes nationales d'identité, sur le numérique, c'est-à-dire par exemple aussi pour que les gens puissent remplir les cartes grises, les gens qui sont éloignés du numérique. Et donc, j'ai apporté un certain nombre de réponses aux questions qui m'étaient posées. Mais il y a eu beaucoup de questions, parce qu'on a discuté près de 2 heures, je crois. Et ça a été toujours riche, constructif, jamais agressif. Et dans un territoire où les communes sont importantes. Et cette visite était aussi l'occasion pour les présidents de conseils départementaux, Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert, de faire le point sur la future collectivité européenne d'Alsace. Le projet de loi devrait passer devant l'Assemblée nationale au mois de juin. Demain démarre le week-end pascal et si vous ne partez pas en vacances, pourquoi ne pas découvrir votre ville autrement? L'Office de tourisme de Strasbourg propose 600 visites guidées cette année et si les touristes sont les premiers ciblés, les Strasbourgeois aussi ont beaucoup à découvrir. Anecdotes, promenades, insolites, expériences, cela débute dès ce week-end. Adeline Piron nous en dit plus. Avec une quarantaine d'hôtels en son sein dès le XVIIe siècle, Strasbourg est de longue date une terre d'accueil des visiteurs. Si le tourisme s'est développé bien plus tard, c'est une des anecdotes parmi des milliers d'autres que vous pouvez découvrir en suivant une des visites guidées de l'Office de tourisme de Strasbourg. Des visites qui évoluent et se modifient chaque année. On essaye de voir en fonction de l'intérêt du public, de ce qui se passe aussi, des expositions qu'il peut y avoir dans les musées ou des événements qui vont avoir lieu, les anniversaires de tel ou tel personnage ou de tel événement qui vont en gros inspirer les guides et le service guide pour proposer toujours des choses en lien avec l'actualité et en mouvement. Ainsi, cette année, une vingtaine de nouvelles thématiques et de quartiers sont à découvrir, comme l'Orangerie,
La Grand Rue, sur les traces des écrivains ou alors des itinéraires Strasbourg gourmands et à vélo, des visites qui n'ont lieu parfois qu'une seule fois et qui vont de plus en plus vers l'expérience, la grande tendance actuelle. C'est effectivement une tendance aujourd'hui assez importante dans le tourisme. Les visiteurs veulent découvrir des choses inédites, souvent ne veulent pas faire partie dans les groupes de ce que tout le monde voit et cherchent un peu cette expérience insolite, inédite, de l'expérience proche des habitants. Et ces visites y participent. Entre incontournables et nouveautés, 600 visites seront proposées cette année. En 2018, elles ont attiré plus de 10 000 participants, dont de très nombreux Strasbourgeois. Autre annonce de l'Office de tourisme de Strasbourg, aujourd'hui elle concerne le marché de Noël. Même si cela paraît loin, le célèbre marché alsacien pourrait s'exporter à New York en décembre 2019. Seule condition que le budget soit intégralement réuni. Après Pékin, Tokyo ou encore Moscou, l'objectif cette année, toucher un peu plus les visiteurs américains. Et partons à la rencontre de Mathis à présent. Du haut de ses 15 ans, il a déjà plusieurs manifestations à son actif. Ce lycéen originaire du Nord-Alsace fait partie du mouvement La Jeunesse pour le climat. Il manifestait encore mardi dernier. Mathis veut faire entendre sa voix au niveau local, national, mais aussi européen. Adeline Piron l'a rencontré. Mathis a 15 ans et les petits gestes du quotidien, il les connaît par cœur. Tri des déchets, astuces anti-gaspi et alimentation raisonnée, mais il y a quelques mois, il a poussé son engagement un peu plus loin. C'est ainsi qu'il a rejoint l'aventure des jeunes pour le climat. Nous, on veut vraiment défendre notre avenir parce que donc, ceux qu'on pourrait appeler les vieux, enfin les anciens, ceux qui étaient les générations d'avant, n'ont rien fait. Elles ont consommé pour gagner plus d'argent, mais ne se sont pas souciées de nous et de comment on va vivre après. Et donc nous, on veut vraiment sauver notre futur et sauver notre avenir, donc le nôtre et à la fois ceux de nos enfants. Un message pour nos parents, nos grands-parents, c'est au lieu de nous dire les jeunes de nos jours, enfin, ils militent pour le climat, ils ne savent même pas ce que c'est supportez-nous, aidez-nous, venez à nos marches et puis aidez-nous à combattre ce fléau. Au lycée, Mathis et ses camarades ont reçu le soutien de leur professeur et du proviseur. Les parents de Mathis encouragent également le jeune homme. Cet Alsacien du Nord troque donc de temps en temps cahiers et crayons pour son brassard vert. Ce brassard vert, du coup, c'est un signe distinctif donc, pour montrer qu'on soutient la cause climatique. Donc, on peut voir notamment par rapport, c'est né il y a quelques mois en décembre, donc les gilets jaunes qui avaient tous aussi un symbole qui les représentait. Ben, nous, on a choisi le brassard vert, donc vert couleur de l'écologie, couleur de l'environnement, voilà, c'est assez connu. Donc ça permet de montrer à tout le monde qu'on soutient l'environnement et ça permet aussi de se reconnaître entre nous. Il y a quelques jours encore, lors des Assises nationales de Youth for Climate à Nancy, Mathis rencontrait 100 autres jeunes militants. On a pu se former sur comment structurer notre mouvement au niveau local. On a eu des formations pour savoir comment militer dans notre lycée, par exemple, enfin comment on peut organiser un rassemblement dans un lycée. Les actions politiques ne sont pas suffisantes par rapport à cela. Donc les jeunes, donc nous, pour défendre notre futur, on n'a pas d'autre choix que de mettre la pression sur nos dirigeants et d'essayer de faire bouger les choses en faisant donc notamment des grèves et donc des grandes marches pour le climat. Et la suite, c'est le 24 mai prochain. Il compte avec ses camarades mobiliser les foules pour la seconde grève internationale pour le climat. On va organiser un truc enfin, à une échelle vraiment, donc ce sera plus à une échelle européenne du coup cette journée-là. Et donc ce sera vraiment l'occasion de mettre la pression sur les futurs candidats à l'élection européenne et de sensibiliser les personnes notamment qui peuvent voter à la cause climatique pour les élections européennes. On est soumis à ce que les autres décident, donc nous on peut rien faire là-dessus. Donc justement les élections européennes approchent, il faut vraiment aller voter, c'est très important. Mathis a donc un emploi du temps bien chargé, tantôt à sa réunion à Nancy ou à Strasbourg. Mardi dernier, au Parlement européen, il rencontrait celle qui est à l'origine du mouvement des jeunes pour le climat, la jeune suédoise Greta Thunberg. Une rencontre chargée de projets. Vous connaissez les bars à chats, les bars à jeux de société ou encore les bars à karaoké, mais connaissez-vous les bars à gaming? Un lieu de ce genre ouvrira prochainement ses portes à Colmar. Marine a pu les franchir. Un comptoir, des chaises, des tables, ce lieu est bel et bien un bar. Mais ici, on ne boira pas uniquement un verre, on pourra aussi jouer à des jeux vidéo.
Il y aura tout type de jeu, il y aura vraiment de la gamme rétro, du rétro gaming, des vieilles consoles NES, Super NES et ainsi de suite. Il y aura même des télés cathodiques pour vraiment le faire à la oldies, à l'ancienne, des bornes d'arcade et après de la nouvelle génération, de la Switch, de la PS4, des PC. Et en fait, on voulait vraiment toucher tout type d'horizon, le panel complet du jeu vidéo, toucher tous les aspects et toutes les générations possibles. On peut retrouver ce qu'on veut et même si les gens nous disent parfois, peuvent nous demander vous auriez pas ce jeu-là, il y a de fortes chances que même d'une manière ou d'une autre, on finisse par pouvoir l'avoir. Si c'est du versus ou des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs, on a quand même une bonne bibliothèque, une bonne ludothèque. Il existe un bar du même genre à Strasbourg, mais il est plutôt axé sur la compétition. Ici, joueurs aguerris et novices curieux devraient pouvoir trouver leur bonheur. L'idée de ce projet est née il y a plus d'1 an. Florian et Jérémy sont de grands passionnés de jeux vidéo et de pop culture. On a des clubs de danse, on a des clubs de plein de choses, mais il n'y avait pas d'endroit pour le gaming, il n'y avait pas d'endroit pour la pop culture. Et justement, l'idée, c'était de créer sur Colmar, Centre-Alsace, pour rameuter Strasbourg et Mulhouse, de créer vraiment une communauté et un lieu pour ce domaine-là où les gens ne pouvaient pas se retrouver, pas partager en dehors de chez eux. Nous aussi, on était toujours chez nous, on allait chez les potes, et en fait, on faisait ça aussi dans les conventions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des conventions avec les associations qui font des événements comme ça, mais c'est très ponctuel. Et là, l'idée, c'est de créer un endroit, donc pour nous et par extension pour la communauté en général, un endroit de rassemblement pour la pop culture et le gaming, pour que les gens se sentent entre guillemets chez eux. Ces deux amis de longue date attendent avec impatience de pouvoir ouvrir leur bar. Il reste encore quelques formalités administratives. En attendant, ils peaufinent la décoration de ce lieu presque unique en Alsace. Et ici, le moindre détail a son importance. Et direction tout de suite Paris pour une rencontre avec le chef alsacien Loïc Krim. Il est passé des cuisines de restaurants au fourneau à domicile et s'il s'adapte au goût de chacun, la note alsacienne n'est jamais loin. Nora Boiriwa l'a suivi chez des clients. Le temps d'une soirée, Loïc Krim fait de cette cuisine la sienne. Il est chef à domicile. Originaire de Saverne, il est arrivé à Paris il y a 5 ans pour donner des cours de cuisine. C'est là qu'il a découvert ce concept. Alors depuis 3 ans, il travaille pour la plateforme La Belle Assiette. Une nouvelle façon pour lui de cuisiner. Je vous propose une ballotine de foie gras maison, foie gras d'Alsace, mariné au Gewürztraminer, pain d'épices. Et là, vous avez une sphérification des petites billes au Gewürztraminer. J'ai eu 12 ans de restauration et je pense que j'ai eu besoin de changer, de découvrir autre chose, continuer dans ce métier, mais une approche différente que de la restauration. Le besoin de partager des choses avec des gens, c'est ce qui me manquait. Ici, il apporte les ingrédients et assure le service à table comme au restaurant. Au menu de ce soir, l'Alsace à table, flamme-cuche revisitée ou encore ravioles de Münster. Les papilles des convives semblent conquises. La cuisine de Loïc était vraiment surprenante. On a découvert des plats d'Alsace, mais dans une façon un peu plus gastronomique qui nous a vraiment fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, c'était magnifique et je ne sais pas dire qu'est-ce que ça m'a plu le plus. Je pense qu'il y avait un accord mets-vin qui était excellent grâce à Loïc qui nous a proposé des excellents vins d'Alsace également. Mais beaucoup de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes et j'ai beaucoup apprécié. Ouais. À travers ses 12 menus pour La Belle Assiette, Loïc Krim continue de peaufiner sa cuisine en tant que chef à domicile, mais projette d'ouvrir dans quelques années son propre restaurant, sans tout à fait exclure un retour en Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et un mot de sport à présent, nous l'avons appris il y a quelques instants, c'est la fin de l'aventure pour Pierre Hugerbert au prestigieux tournoi de Monte-Carlo. Il vient de s'incliner face à Borna Ćorić, 9e joueur mondial, en 8e de finale, 4-6, 2-6. Le joueur alsacien signe tout de même l'une de ses plus belles performances en simple. Mardi en 32e de finale, le tennisman a eu raison de l'Espagnol Fernando Verdasco. Et mercredi, il a battu Kei Nishikori, le numéro 6 mondial. A noter que le joueur japonais était finaliste l'an dernier sur le Rocher. Prochaine étape donc pour l'Alsacien, la terre battue de Roland-Garros. Le tournoi débutera dès le 26 mai. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne.
Le public a voté et les 3 finalistes de l'édition 2019 du concours Tchteme sont désormais connus. Organisé par l'OLCA et France Bleu Alsace, cet unique concours de chansons en dialecte verra s'affronter Julien Hachemi, Charlotte Vix et Christine Wormst. La finale se déroulera le vendredi 31 mai prochain au Tanzmatten à Sélestat. Voilà pour l'actu, merci Cécile, et bon week-end. Et on accueille tout de suite les chroniqueurs et les invités d'Alsace 20 ce soir. Valérie Zago, merci d'être avec nous ce soir, on parlera des terroirs dans quelques instants. Éric Vial pour les courses hippiques, Yvan Le Swarn pour les 500 nocturnes, et Pierre Marzolf, directeur de l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Tout ça c'est dans quelques instants, tout de suite la météo, Sada Ribert. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est un vendredi très agréable et ça commence dès votre réveil avec un beau soleil absolument partout. Les valeurs dans la matinée, il fera 8 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 9 degrés ce sera la maximale en Alsace à Colmar, 7 degrés si vous êtes à Sierentz, 6 degrés dans le nord de la Suisse, 7 degrés à Karlsruhe et 10 degrés du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien on reste avec un superbe soleil et les valeurs, regardez, il fera très bon. 21 degrés dans le col de Saverne, 22 degrés à Colmar, 23 degrés de Wissembourg jusqu'à Strasbourg ou encore Mulhouse, 23 degrés également à Bâle et 22 degrés si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Que va-t-il se passer en ce samedi? Eh bien toujours du soleil et des valeurs qui iront entre 21 et 24 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi 19 avril, eh bien c'est le vendredi saint, le soleil se lèvera à 6h31 pour se coucher à 20h25. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et tout de suite on parle de course hippique. Et avec nous, Éric Vial, le spécialiste des courses hippiques en Alsace. Bonsoir Éric. Bonsoir Anna. Alors nous allons parler aujourd'hui de la grande réunion qui a lieu lundi à l'hippodrome de Heurt. Oui, c'est la course traditionnelle. C'est une réunion traditionnelle. Ouais. En général, il y a même les enfants, on leur donne des œufs au chocolat. C'est vraiment un moment très familial et en plus, il y aura du soleil. Donc il y aura beaucoup de monde et c'est toujours du spectacle ce lundi de Pâques. Vous le savez, toute l'année, on a décidé sur cette chaîne de recevoir des personnes de l'hippodrome pour parler des métiers liés à l'hippodrome. Aujourd'hui, j'ai donc demandé à Pierre Marzolf, qui est le directeur de l'hippodrome de Strasbourg, de venir avec nous. Mais comme il se doit, traditionnellement, on va d'abord voir ensemble le programme de ce lundi de Pâques. Alors, il y en a des courses, 8 courses au programme. C'est un programme mixte, il y en aura pour tous les goûts, du trot, de l'obstacle, du plat. Vous voyez sur votre écran l'ensemble de ces prix. Première course à 14h30, donc vous avez même le temps de déjeuner sur place au restaurant panoramique. Je vais vous donner, moi, ma course préférée. D'accord ? C'est le prix Uccello du Lac, dans la 4e. C'est ma course préférée, c'est le cross-country. Alors c'est 5200 mètres, c'est les courses les plus difficiles sans doute de l'année. Il faut s'imaginer 5200 mètres avec des obstacles vraiment très importants, très grands, totalement différents. C'est une course qui doit durer aux alentours de 10 minutes, c'est à peu près ça. Et vous qui êtes le directeur, alors Pierre Marzolf, votre course préférée C'est la même. C'est la même. Donc il ne faut pas la manquer, on est bien d'accord. Alors évidemment, toute cette année, on parle de métiers liés à l'hippodrome. Pierre Marzolf, vous êtes le directeur. On a déjà reçu ici sur ce plateau le président de l'hippodrome de Heurt et souvent on fait une confusion entre directeur et président. C'est quoi la différence entre directeur et président ? C'est pas bien compliqué, Eric. C'est pas bien compliqué. Le président est bénévole, moi je suis salarié. Alors, directeur de l'hippodrome, ça consiste en quoi sur l'hippodrome de Strasbourg-Heurt ? Vous faites quoi ? Je fais tout. En fait, tout ce qui se passe à l'hippodrome passe par moi. Si vous voulez, j'organise les courses, le programme. Ouais.
Je m'occupe de l'entretien. Ouais. J'ai une équipe de 5 gars avec moi qui sont très bons parce qu'on n'est pas très nombreux, on est sur 42 hectares. Je voudrais qu'on voit des images, si c'est possible, du site, parce que le site est énorme, vous l'avez dit, 42 hectares. On est sur 42 hectares, on a un très grand jardin. Oui, c'est un énorme. très grand jardin. Tous les jours, vous y êtes. On y est tous les jours, tout à fait. Donc on a beaucoup d'herbes, beaucoup de pelouses. On est obligé de tondre actuellement, on est dans une très forte pousse d'herbe, donc on est obligé de faucher 2-3 fois par semaine pour éviter d'avoir des résidus qui traînent sur la piste. On a, à l'issue des réunions de course, un programme très chargé puisqu'on est obligé de reboucher les trous sur les pistes de gazon. Ouais. Donc le rebouchage des trous se fait à la main. Donc là, pareil, on fait appel à une petite équipe. Alors ça, justement, ça c'est les journées de course. Parce que vous travaillez aussi les journées de course, le directeur il est là. Là on vous voit d'ailleurs à l'antenne. Hein. Là, oui, voilà. Effectivement, là, c'est vous. Oui, c'est bon. Donc là, j'étais en train de gérer un problème on a eu des problèmes d'image, puisque les courses étaient retransmises sur Equidia, problème d'image, des images qui sautaient. Donc c'est moi qu'on appelle, voilà. Donc, alors là, ce sont des départs, vous vous occupez aussi des départs. Donc ça, c'est un départ de trop. Un départ de trop, effectivement. Le jour de course, je suis starter, donc j'ai double casquette. Starter, donc on est 2 starters. J'ai moi-même sur l'échelle ici, ou mon collègue Jean-Georges, le chapeau melon que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Donc 2 starters pour chaque réunion de course. Autre départ, là c'est un départ aux élastiques. Départ aux élastiques, départ de course d'obstacles aux élastiques, départ aux boîtes de départ, je pense que ça on en verra peut-être, ouais, voilà. Les boîtes de départ, c'est quand? C'est pour le plat par exemple? Les boîtes de départ, c'est pour le plat. Voilà. Donc nous sommes plusieurs, donc on rentre les chevaux dans une grosse machine. On attend que tout le monde soit bien rentré et le déclenchement se fait automatiquement. Ça peut être assez spectaculaire et assez dangereux de faire ça. Moi, j'ai été proche de vous à ce moment-là sur les boîtes les starts, les boîtes de départ. Il y a les jeunes chevaux, ils n'ont pas l'habitude, il faut les pousser. Voilà, les jeunes chevaux, il faut les pousser, il faut leur apprendre leur métier, il faut y aller doucement parce que il ne faut pas casser le moral du cheval, lui donner une mauvaise leçon donc, lors d'une réunion de course comme ça. Donc il faut vraiment que ça se passe super bien et puis il faut y aller doucement. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris aussi et dont on peut peut-être parler aux téléspectateurs, c'est l'ambiance sur le terrain. Vous faites sacrément engueuler quand même. On entend les drivers, les jockeys. Si vous voulez, c'est moi le fusible. Le fusible, donc comme tout passe par moi, et donc les professionnels me connaissent, puisque ça fait 25 ans que je pratique, je suis là depuis 25 ans. Ils me connaissent tous, donc ils savent à qui s'adresser. Au lieu de s'adresser au président, il vaut mieux aller voir le fusible, et puis ça se passe bien. Mais en règle générale, ça se passe bien. À quel moment vous vous sentez le plus stressé? Avant la réunion de course du tiercé. Ouais, la réunion de course du tiercé Quartet Quintet Plus que nous allons avoir au mois de mai, c'est la réunion de course la plus, si vous voulez, où il y a le plus de pression. Alors, oui, Anna? Oui, j'allais dire, il faut être passionné pour bosser à l'hippodrome. Vous dites que ça fait 25 ans que vous y êtes, il y a des tas de métiers. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont là-bas comme israéliens? Oui, non, c'est une vraie passion qu'il faut avoir. Bon, la passion des courses, la passion des chevaux, je l'ai. J'ai eu la chance d'avoir une formation agricole, donc ça m'a aidé. C'est un métier, on l'oublie souvent, mais ce sont des métiers agricoles. Les courses hippiques, ce sont des métiers agricoles. Souvent, on pense course, hippique, argent, etc., business. Non. On est vraiment dans le métier agricole. On est dans le métier agricole. L'entretien des pistes, ça ne se fait pas sans connaissance de la flore, des engrais, des désherbants, de tout ça. L'hippodrome de Heurt est, paraît-il, moi je dirais oui, évidemment, l'un des plus beaux hippodromes de France, et c'est un peu grâce à vous et à votre équipe. Mais c'est très important aussi pour recevoir les courses. C'est effectivement, on a la chance d'avoir un bel outil de travail. Ça fait des années qu'avec Lucien, avec mon président, donc Lucien Matzinger, on a réussi à monter l'hippodrome. On a reçu, donc, depuis les 25 années où j'y travaille, on a eu les réunions premium, les premières réunions premium, le premier tiercé. On est de cross, on a une épreuve du championnat de France de cross. Oui. On fait partie des 15 meilleurs hippodromes de France, donc pourvu que ça dure. Si on est novice, comme moi, je le reconnais, Oui. est-ce que lundi c'est un bon moment pour découvrir justement ce milieu des courses? Oui, lundi c'est vraiment une super journée parce qu'on va avoir toutes les disciplines sont représentées. On va avoir les courses de trot attelés, les courses d'obstacles, un cross, un steeple, donc c'est les 2 courses d'obstacles. Qui se déroulent carrément au milieu de l'hippodrome. Qui se déroulent, oui, tous les obstacles. Il y a par exemple, on va avoir donc 5200 mètres, le cross, 5200 mètres, 28 obstacles à franchir. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien, et puis c'est vraiment des gros morceaux. Et puis des courses plates aussi au programme. Donc c'est vraiment
une journée à ne pas rater. Et puis ce qui est très facile, hein, quand on n'a jamais joué, vous n'êtes pas encore venu avec moi, Anna. Moi j'ai amené toute l'équipe ici, ils sont tous dingues aujourd'hui, ils m'accompagnent tout le temps. La prochaine fois, ce lundi, c'est vous qui venez, hein, Anna. C'est très facile pour jouer. On arrive, la mise de départ c'est 2 €, c'est simplement 2 €. Ouais. Et puis on joue sur un cheval, celui qu'on préfère, il y a un rond, ils sont présentés, tous les chevaux sont présentés. Et c'est comme ça qu'on commence à jouer. Et puis on mise 2 € et on dit... Le 4 placé, ça veut dire qu'il arrive dans les 3 premiers et à partir de là, on peut commencer à s'amuser. Voilà, c'est très simple. On rappelle les horaires. Oui. Première course à 14h30. Voilà, et c'est ce lundi, lundi de Pâques, sur l'hippodrome de Strasbourg, qui se trouve à même pas 10 minutes du centre de Strasbourg. Oui. Voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup Pierre Marzolf d'être venu dans notre émission. Dans quelques instants, on parlera d'autres courses avec Yvan Lossoir, d'une course automobile cette fois-ci. Mais tout de suite, c'est la pub. De retour sur le plateau d'Alsace 20, nous allons vous parler maintenant des 500 nocturnes, cette célèbre course automobile. Avec nous, Yvan Lossoirn. Alors, donc cette course automobile, c'est sa 5e édition, c'est ça, en septembre 2019. Est-ce que c'est en train de devenir un véritable rendez-vous alsacien et des fidèles qui viennent chaque année ? C'est vrai qu'on fête nos 5 ans, donc c'est déjà très très chouette. Samedi 21 septembre, effectivement, maintenant on a une vraie récurrence. Nos partenaires reviennent d'année en année. Le concept est bien rodé, on a de plus en plus de voitures sur la grille de départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les feux sont au vert, ça se passe super bien. Ouais. Comment ça se déroule ? C'est quoi la particularité ? En fait, nous, on privatise le circuit automobile de l'Anneau-du-Rhin, donc qui se situe entre Colmar et Mulhouse. On organise une course de GT, c'est une course d'endurance. Donc ça, c'est une des particularités, c'est-à-dire que nos spectateurs vont pouvoir être au centre du circuit, dans ce qu'on appelle le paddock. Donc c'est vraiment inside. Et on va pouvoir vivre la course d'endurance depuis l'intérieur de la course, depuis les coulisses. Ça, c'est assez poignant. Ça, c'est poignant. Et c'est vrai qu'une course d'endurance de nuit, à part des formats 24 heures, il n'y en a pas énormément, en fait. Et du coup, c'est une des vraies particularités, en plus d'être au centre du circuit et de vivre ça depuis l'intérieur, quoi. Et alors, en termes de voitures, combien il y en a beaucoup qui sont engagés ? Comment ça se passe ? Mais en fait, cette année, on aura une grille de départ de 24 voitures. Donc, on limite à 24 voitures. Pour qu'il y ait du spectacle, pour les spectateurs, il va vraiment y avoir de la bagarre, mais il faut que ça reste quand même pas trop de trafic pour que les pilotes soient aussi en sécurité. Donc il faut un peu lier les deux, mais ça fonctionne très très bien. Alors chaque année aussi, c'est forcément de très belles voitures qu'on voit. Il y a des grandes marques automobiles aussi que vous invitez. L'an dernier, c'était Alpine par exemple. Voilà, c'est important d'avoir... oui, c'est important. Chaque année, on a une marque qui est mise en avant. Donc il y a 2 ans, c'était Bugatti. L'année passée, c'était Alpine. Cette année, on va officialiser ça dans les prochaines semaines. Mais ce qui est bien, c'est que les marques historiques passées reviennent d'année en année. Donc Bugatti sera à nouveau là. Alpine a déjà re-signé pour être présent cette année. Et du coup, ça permet de voir de très très beaux véhicules, en plus des shows qui sont au centre du circuit. En parler de la course, quoi. Oui, parce qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect vraiment course automobile pour les passionnés. Et puis même si on ne s'y connaît pas trop aussi, il y a du spectacle qu'on peut voir. Il y a toute une vie en fait autour de cette Exactement. course. En fait, au début, la course, c'était un petit peu le prétexte. Le prétexte pour organiser un événement plutôt haut de gamme, sport, chic et glamour, dédié principalement aux entreprises de la région. Et on s'est rendu compte que le prétexte de cette course, il prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, les gens sont fans de sport auto, ils suivent les voitures, mais si effectivement on n'est pas hyper fan de sport mécanique, et au centre, on a un grand chapiteau qui accueille des concerts, des cabarets, des défilés de mode, de lingerie, il y a des feux d'artifice, enfin c'est festif de 17h à 3h du matin en non-stop. Voilà, c'est ça le principe. Et puis à la base, il faut savoir que les 500 nocturnes, c'était une course qui existait il y a déjà de nombreuses années en Alsace, c'était une course historique, c'est ça qui est Oui, tout à fait. En fait, c'était un rallye. C'était 500 km de nuit, c'était un peu les fous du volant à travers les vignes en Alsace. Et forcément, ça a été arrêté, question de sécurité, de législation. Et en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en Alsace, quand on est chef d'entreprise, qu'on veut inviter ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs sur un événement, on peut aller à l'hippodrome, on peut aller au basket, on peut aller au foot, mais autour du sport auto, il n'y avait pas d'événement depuis le retrait du rallye d'Alsace. Et du coup, on est parti de ce constat-là et on a créé cet événement-là. Il y a déjà 5 ans, effectivement. Et donc à l'Anneau-du-Rhin, c'est ça qui est un haut lieu pour les fans. L'Anneau-du-Rhin, c'est un lieu, c'est magnifique, il faut s'y rendre. C'est un circuit qui fait quand même 3,9 km.
Donc on n'est pas loin des gros circuits français. Et c'est dans un ancien corps de chasse, c'est super joli. Et le paddock, là où on a installé l'espace VIP, on passe en fait par un tunnel sous la piste ou par une passerelle au-dessus, et on arrive vraiment au cœur du circuit, là où normalement seules les écuries automobiles ont accès. Donc, si ça vous a donné envie, c'est le 21 septembre 2019 à l'Anneau du Rhin. Il y a encore quelques places, on peut encore... Tout à fait. Là, on a passé les 3000 participants, on est à 3200 et quelques. On limite à 4000 le nombre d'entrées. Et sur la partie entreprise, purement entreprise, on a 73 loges privatives en commercialisation. Il en reste à ce jour 8. Donc, c'est encore faisable. Il ne faut pas trop tarder. Il ne faut pas trop attendre. Merci beaucoup, Yvan Avec grand plaisir. d'avoir été avec nous. Puis on suivra bien évidemment cette course sur Alsace Vin. Et tout de suite, comme tous les jeudis, nous parlons de terroir avec Valérie Zago. Au sommaire, Grand Cru Rangen, le domaine Schneebelen et pour finir, mon coup de cœur, un Givry premier cru. Alors ce Grand Cru Rangen, ça se situe sur Thann et Vieux-Thann, c'est ça? Exactement, il se situe sur ces deux communes, il s'étale sur 22 hectares et la particularité du Grand Cru Rangen, c'était le seul Grand Cru à avoir été classé sur la totalité de sa surface. Autre particularité, c'est l'un des plus hauts, parce qu'il culmine entre 350 et 450 mètres d'altitude, et c'est surtout le plus pentu. Il a des pentes à plus de 55 degrés. D'ailleurs, Rangen en allemand signifie très pentu. Du coup, ça ne doit pas être évident pour les vignerons, c'est assez exigeant? C'est très exigeant, puisque les travaux de la vigne déjà sont exigeants à la base, mais en plus, sur le Rangen, il est nécessaire d'utiliser un treuil. Après, c'est malgré tout aussi un terroir qui est très pentu, donc il y a des phénomènes d'érosion assez fréquents, c'est-à-dire des descentes de terre. Du coup, c'est un aménagement en terrasse avec des murets de pierre sèche. Ces murets de pierre sèche, il faut les entretenir régulièrement, au moins une fois par an. Et puis, il ne faut pas oublier les fameuses vendanges de l'Estrême où les vendangeurs doivent être encordés. Oui, il se mérite alors. Ça se mérite, oui. En plus de son sol donc, qui est constitué de roches volcaniques, il bénéficie aussi d'un microclimat qui est Exactement. Les printemps sont plutôt froids et pluvieux sur le Rangen. Par rapport à d'autres terroirs qui sont précoces, le Rangen, lui, il est plutôt tardif. Par contre, en été, grâce à la couleur de son sol qui est plutôt foncé et également à une disposition plein sud, c'est une vraie fournaise. C'est un four, le Rangen, mais c'est favorable à la vigne puisqu'elle va capter l'énergie lumineuse nécessaire à son développement. Et en automne, c'est lumineux et chaud, donc c'est aussi propice à la vigne parce qu'il y a une belle maturité des raisins. Et du coup, quels sont les cépages qui s'y épanouissent le mieux? Alors, on va dire les trois principaux, classés dans les grands crus. Il y en a 4, le muscat, mais qui était peu présent sur le Rangen. Vous avez le Riesling, puisque le terroir est chaud, il est drainant, et il a un caractère acide, et ça convient parfaitement au Riesling. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'on a du Pinot Gris, et le Pinot Gris, lui, préfère généralement les terroirs calcaires. Mais vu que sur le Rangen, on a des faibles rendements, ça compense. Et vous avez du Gewürztraminer, qui se situe plutôt sur le bas de coteau, mais là, le Gewürztraminer va capter vraiment la signature de la roche volcanique, et vous avez des Gewürztraminer qui ne sont pas du tout exubérants, qui sont tout en finesse et beaucoup de fraîcheur. Vous en parlez en tout cas avec passion, ça donne envie de le découvrir. Et alors, vous avez forcément une adresse à nous conseiller? Alors, le domaine Schneebelen, qui est un domaine, qui est le seul vigneron qui a encore son exploitation à Thann et qui a du Grand Cru Rangen. On a rencontré Eugène Schneebelen. On regarde. Eh bien, je ne pense pas à un arôme. Quand je pense au Grand Cru, je pense, moi, à la grande minéralité du Riesling par excellence. L'anecdote, j'ai eu un jour un grave accident. J'ai fait un tonneau dans les vignes avec mon 4x4. C'était assez sport. Toujours après les vendanges, faire une belle série de millésimes qui se suivent, c'est magique. Clairement le champagne et le crément. C'est comme ça, toujours du blanc, en principe, toujours des champagnes ou des créments à base de chardonnay. Vous me posez cette question dans le Rangen? Eh bien, une fois, moi j'encourage les gens du monde entier à venir goûter avec moi, s'ils veulent, un bon verre de Rangen. Ils ne seront pas déçus. Et le coup de cœur happy de la semaine, Valérie?
Alors, je vous emmène cette semaine en Bourgogne, Bourgogne du Sud, pour plus particulièrement côte chalonnaise, sur l'appellation Givry. Alors, Givry, pour information, existe en village et également premier cru. Il n'y a pas de grand cru sur Givry. Donc là, on est sur un Givry premier cru du domaine Rago qui s'appelle Clos Jus. Donc, c'est un clos. Donc, pour rappel, un clos, c'est un parcellaire qui est clos de mur. Donc là, on est sur un vin jeune. C'est un 2016. La robe est d'un beau rubis avec une belle brillance du fait de sa jeunesse. Le nez est très expressif, très caractéristique d'un pinot noir. On est sur des arômes de cerise kirschée, de réglisse, un peu garrigue, des notes de torréfaction, également de cacao qui sont dues à l'élevage. Donc c'est le passage en barrique. En bouche, c'est un vin qui est soyeux, qui a une très belle longueur en bouche, une belle profondeur de fruits noirs, un peu en rappel, en harmonie avec le nez. Très joli Givry premier cru, Clos Jus, à découvrir et à déguster pas avant la 5e année pour vraiment avoir tout le potentiel et sur 15 ans. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour tout ça. Encore une fois, on Merci. retrouve donc toutes ces informations sur le site apicurien.fr et puis on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Comme toutes les semaines, avec plaisir. Donc à la veille de ce week-end de Pâques, on vous a donné quelques idées pour ce week-end avec Eric Vial. Donc ce sont les courses hippiques lundi. On a beaucoup parlé de courses. Bah oui, voilà, c'était de la soirée. C'est vrai, de chevaux naturels, on va dire, et de chevaux vapeur. Voilà, mais c'est vrai que l'un et l'autre, en fait, c'est vraiment des très 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 grands spectacles. Pour avoir vu les deux, franchement, c'est des moments absolument magiques. Mais c'est vrai que ce lundi, on attendra septembre pour les 500 nocturnes, mais ce lundi, c'est la traditionnelle réunion de Pâques sur l'hippodrome de Heurt. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de spectacles. J'ai appris que déjà le restaurant panoramique 8 jours avant était totalement complet. Et puis c'est l'occasion vraiment d'y aller en famille, de profiter de ces bons moments. Vous savez, les enfants, il fera beau. Les enfants, quand ils passent à côté des chevaux, ils sont toujours impressionnés. Même les grands, parce que c'est un cheval de course, c'est très grand, c'est très imposant, c'est très impressionnant et c'est des moments absolument magiques. Chaque fois qu'on emmène des gens aux courses, ils ont le sourire, ils ont la banane. On se retrouve dans la nature aussi quelque part. On peut représenter un peu ce qu'il va y avoir. Donc il y aura aussi pour ce lundi de Pâques les œufs. La distribution d'œufs en chocolat aux enfants. J'ai acheté, c'est moi qui vais faire les courses, c'est moi qui achète. Il y en a combien? J'ai pris pas mal de paniers parce que j'espère vraiment avoir beaucoup d'enfants autour de nous. Donc ce sera à partir de 14h30. 14h30, départ première course, la distribution est prévue en milieu d'après-midi. Et puis quasiment beaucoup. Tout est ouvert, il faut se balader, c'est aussi ça, l'hippodrome de Heurt. Merci Eric Vial, merci Pierre Marzolf, directeur donc, de l'hippodrome. Et puis merci Yvan Le Swarn pour la course des 500 nocturnes qui se tiendra le 21 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Et tout de suite, c'est l'heure du magazine de l'habitat avec La Cibar. C'est signé Fanny Kunz. Excellent week-end de Pâques à tous. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'association de locataires du quartier de la Méno. À quoi ils servent, qui sont-ils? Nous allons tout de suite rencontrer son président et les membres de cette association de locataires. Nous sommes ici au quartier de la Méno, comme je le disais tout à l'heure, avec Bernard Germain. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes président de l'association des locataires de la Cibar, du quartier de la Méno. Du quartier de la Méno. Et ça fait 11 ans. 11 ans. À quoi est-ce que vous servez justement? Dites-nous un petit peu ce que c'est l'association de locataires, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous représentez? Alors je voudrais faire un petit retour en arrière pour dire que l'association existe depuis avril 1974, donc ça fait 45 ans. Et moi je suis en poste comme président depuis 2008, donc ça fait 11 ans. Depuis 11 ans. Et donc, vous avez été choisi, vous avez pris votre poste comment un petit peu? Par accident. Moi, je me suis présenté comme ça, pour voir un peu qu'est-ce que c'était cette association. J'ai été élu.
Ensuite, on a formé un petit comité. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est bien déroulé, puisque je vous dis, ça fait 11 ans que je suis à ce poste. Et donc aujourd'hui, les membres, vous êtes à peu près combien? Alors, on est actuellement 110 adhérents. 110 adhérents. Sur 1300 logements, puisque la CIBAR comporte 1300 il y a 1300 logements à peu près. Et donc vous les représentez, c'est ça? Alors, on les représente. Lorsqu'il y a un problème, le locataire, lui, avise la CIBAR. Ensuite, si au bout de quelques jours, la CIBAR ne bouge pas, là, le locataire contacte l'association. Et nous, on essaye de faire bouger le plus vite possible l'événement. Et ça peut être quel problème que peut rencontrer le locataire? Alors, les voitures ventouses. C'est-à-dire? C'est quoi les voitures ventouses? Alors, les voitures ventouses, ce sont des locataires, propriétaires de véhicules, qui laissent leur voiture sur le parking pendant des mois, voire des années. Ah, qui ne bougent pas, du coup, c'est pour ça ventouse. D'accord, ok. Alors, c'est vrai que les week-ends, ça pose des problèmes au niveau du stationnement. Autrement, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a encore? Les volets, on a eu les pigeons. Oui, ça, on en a déjà fait un reportage il n'y a pas longtemps, et donc les loggias ont été créés il y a quelques semaines. Oui, ça, je dois remercier la direction de la CIBAR pour avoir vraiment amélioré la chose. Les jeux de ballon, comme vous voyez, les jeux de ballon, là c'est pareil, la CIBAR était intervenue sur les espaces verts pour vraiment bien organiser ces espaces verts. Et puis, voilà, les enfants ne jouent plus au ballon. Vous disiez aussi tout à l'heure que vous faites partie, enfin l'association siège à la CCL. Alors, CCL, c'est-à-dire de nouveau conseil. Alors, c'est le conseil de concertation locative. Alors là, on parle. Moi, j'y assiste une fois par mois. Et là, par contre, les CCL, c'est surtout le patrimoine de la CIBAR. Oui. C'est pas uniquement le quartier de la Méno. Non. Par contre, nous, au niveau association, on a le droit de rajouter quelques points à l'ordre du jour. Alors, vous êtes un petit peu le médiateur entre les locataires et la CIBAR. C'est vous qui amenez les problèmes, mais aussi les choses positives parfois, à la CIBAR. Comment ça se passe un petit peu ce lien? Parce que vous siégez en CCL, mais ce n'est pas seulement à cet endroit-là que vous donnez les informations à la CIBAR. Vous disiez tout à l'heure, vous échangez régulièrement. Voilà, moi j'échange régulièrement avec les collaborateurs du directeur, surtout sur des petits sujets. On a soulevé un problème, ça c'était, vous aviez raison, il y a quelques mois, c'était au sujet du nettoyage des paliers et des escaliers. Alors, qui normalement est à la charge du locataire. À la charge du locataire et qui ne se fait rarement. Et nous, c'est vrai qu'au niveau association, on surveille cela, mais on a du mal à faire valoir nos droits au niveau du nettoyage. La CIBAR est proposée de faire un essai sur 1 ou 2 bâtiments, de prévenir les gens. Et ensuite, je ne sais pas ce que la CIBAR va décider avec le résultat. Je ne sais pas. Alors vous me disiez tout à l'heure, vous êtes 8 membres actuellement actifs. 8 membres actifs, oui. Et donc vous vous réunissez aussi de temps en temps, vous avez un local? Oui, on a un local que la CIBAR nous prête, et on se réunit une fois par mois. D'accord. Alors là, puisqu'on reçoit du courrier, moi je reçois beaucoup de mails, de coups de téléphone, et là on rassemble ces événements, et ensuite on fait une synthèse, et moi je la transmets donc aux collaborateurs du directeur de la CIBAR. Très bien. En tout cas, je vous remercie de nous avoir expliqué à quoi vous serviez, à quoi sert l'association de locataires. J'espère que ceux qui vont m'entendre, qu'ils apprécieront, et c'est vrai qu'elle sert beaucoup cette association. On va vous laisser rentrer au sec parce que là, en plus, il commence vraiment à pleuvoir. Ça commence à mouiller, oui. Merci en tout cas et à très bientôt. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, jeudi soir. Excellente soirée sur Alsace 20.